Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de l'invité du jour. La présidentielle américaine, quel est le mode de désignation des candidats? Qu'entend-on par grands électeurs swing states? Voilà entre autres questions que nous allons aborder tout à l'heure avec Madame Marie-Beth Léonard, ambassadrice, sinon ambassadeur des États-Unis au Mali. Madame, bonsoir. Bonsoir. Déjà ambassadeur ou ambassadrice? Pour moi, c'est Madame l'ambassadeur. Il y en a qui choisissent l'ambassadrice, mais peut-être je suis plutôt traditionnaliste. Donc, pour moi, c'est Madame l'ambassadeur. Pourquoi? Je crois que, d'abord, c'est je sais que c'est une chose qui change un peu dans l'usage de la langue française, qu'on voit, par exemple, dans des pays francophones, on dit des fois Madame le ministre, des fois Madame la ministre. Il y a aussi une pratique dans la diplomatie où des fois les femmes des ambassadeurs hommes s'appellent aussi Madame l'ambassadrice. Donc, ça peut créer un peu de confusion. Donc, moi, je tiens plutôt à Madame l'ambassadeur. Ok, donc Madame l'ambassadeur voilà. Et Madame l'ambassadeur pour cette émission. Alors, première question, avant de parler de présidentielle américaine proprement dit, déjà, les candidats, et pourquoi n'y a-t-il que traditionnellement deux partis politiques, deux bords politiques aux États-Unis, les républicains ou les démocrates? Effectivement, il existe plusieurs partis politiques aux États-Unis, mais vous avez raison que habituellement les élections à niveau national, ou même pour les membres de Congrès, tourne plutôt sur la partie démocrate et républicaine. Moi-même, j'ai voté en avance par courrier dans mon État de Massachusetts et j'ai aperçu qu'il y avait encore deux candidats présidentiels là-dessus, la partie verte et la partie libertarienne, il me semble. Le problème qui se pose, c'est que les partis politiques principaux américains sont très fluides en fait dans l'établissement de l'opposition. C'est-à-dire que comme les plateformes reviennent de la base et remontent jusqu'à la Convention nationale, il y a pas mal d'espace politique pour faire entrer de nouvelles idées dans la conversation politique américaine. Par exemple, il y a aussi plusieurs camps au sein même de la partie républicaine, de la partie démocrate, pour accueillir et se rajuster ces plateformes pour accepter ces idées. Donc là, il y a déjà une façon d'accommoder des positions nouvelles qui se posent au sein des partis traditionnels, qui découragent un peu la création d'une nouvelle partie. Il y a aussi le fait qu'aux États-Unis, ce n'est pas les partis politiques qui choisissent et proposent les candidats. En fait, les candidats se proposent et puis, à travers les primaires, il y a une concurrence pour voir qui sera le candidat. Donc, on a la possibilité de travailler au sein de ces deux grandes parties pour favoriser vos prises de position sans devoir avoir une nouvelle partie politique. Ces petits partis qui s'établissent, il y a même une dizaine aux États-Unis, il n'y a que 4 qui ont eu les ressources de se faire inscrire sur suffisamment de scrutins de chaque État pour pouvoir atteindre les 270 votes des grands électeurs pour devenir président. Et les règles pour comment s'établir le scrutin, le ballot de chaque État, ces conditions changent d'État en État. Mais c'est vrai qu'avec la souplesse et le dynamisme des grands partis, ça a tendance à décourager l'installation d'un camp. Justement, c'est la question dont on va parler maintenant, le mode d'investiture des candidats. Déjà aux États-Unis, qui peut être candidat et comment est-ce que les candidats sont désignés? D'abord, il y a assez peu de règles pour se présenter. Ça tourne sur l'âge. Il faut avoir 35 ans pour se présenter comme président. Pour sénateur et représentant aux chambres inférieures, c'est un peu plus bas. Je crois que c'est 30 et 25 dans les deux cas respectifs. Il faut être né aux États-Unis aussi. Mais à part ça, c'est tout un processus de sélectionnement au sein des deux grands partis. Donc, il y a une campagne qui roule même pour 6 mois pour convaincre l'électorat démocrate et républicaine de vous choisir comme candidat. Ça se fait dans des formes un peu variées.
Principalement, il s'agit des primaires, c'est-à-dire il y a un vote avec un bulletin. Dans certains États, on est obligé de voter pour le parti politique dans lequel on s'inscrit. Dans d'autres, il y a des primaires ouverts, donc vous avez le droit de vous présenter et voter pour n'importe quel candidat. Mais comme il y a pas mal d'électeurs aux États-Unis qui se disent indépendants, c'est-à-dire non pas enregistrés dans les deux cas, ça c'est important. Il y a moins d'États qui ont le système des caucus, où il ne s'agit pas d'une bulletin de vote pour une primaire, mais plutôt d'une conversation gérée où on manifeste son soutien pour un candidat. Donc, avant d'arriver à la convention nationale de chaque parti, on sait déjà qui est-ce qui a accueilli suffisamment de soutien pour remporter d'être le candidat principal, le candidat choisi. Donc, les conventions nationales, c'est plutôt l'occasion de le présenter, de présenter la plateforme, de faire démarrer la campagne nationale proprement dit. Ok. Est-ce que l'argent est un critère déterminant pour être président des États-Unis? La levée des fonds, parce qu'on dit que c'est une histoire de sous, il faut avoir suffisamment d'argent pour pouvoir prétendre être président des États-Unis. Est-ce que l'argent compte dans quelque chose? L'argent est important, mais ce n'est pas, je ne dirais pas que c'est tellement déterminant. Il y a pas mal d'expériences des candidats qui ont des ressources personnelles financières très très importantes, mais qu'ils ont dépensé même dans leur élection, mais tant que leurs idées n'ont pas attiré l'attention des électeurs, ils n'ont pas gagné. Il y avait, par exemple, la candidature de Ross Perot il y a quelques ans, qui a eu quelques pourcentages en 3, 4, 5 dans les États divers, donc qui peut tourner un peu sur les résultats ultimes, mais qui n'a pas gagné. L'argent est important dans le sens que il faut être présent sur toute la répandue du territoire pour s'engager avec les électeurs. Il y a 50 États, les votes des grands électeurs viennent de chaque État, donc il faut quand même une présence assez nationale. Les experts politiques qui l'examinent ne voient pas une influence déterminante dans les financements et le résultat éventuel. Mais un peu difficile de voir dans quel sens ces influences travaillent. Parce dans certaines études, j'ai vu que ces dernières années, le candidat qui a réussi à mobiliser suffisamment de fonds est parvenu à accéder à la présidence des États-Unis. Oui, mais est-ce que c'est qu'il a eu les ressources? Alors, il a réussi, mais il y a aussi le phénomène que celui qu'on commence à croire va gagner attire quand même plus de ressources pour les gens qui aimeraient aussi. En fait, ça incite à une popularité si on sait déjà que ça tourne dans le bon sens. Donc, il faut être présent sur tout le territoire. Alors, les élections nationales coûtent cher. Mais on ne peut pas uniquement acheter une élection sans avoir les idées qui engagent les électeurs. Donc, je crois que c'est un facteur important, mais pas déterminant. Un mot par rapport aux sondages. Est-ce qu'ils sont crédibles? Est-ce qu'il faut se fier aux sondages, madame? Il y a plusieurs sondages et à plusieurs niveaux. Il y a des sondages qui sont financés par les candidats eux-mêmes. Et puis, il y a les sondages qui sont financés par exemple, les grands journaux ou bien les grandes chaînes des actualités. Donc, ceux qui sont politiquement peut-être plus neutres, on fait le sondage toujours après des critères assez scientifiques. Mais quand il y a une campagne politique qui le fait, l'interprétation peut être à leur avantage parce que c'est ça le travail de convaincre l'électorat. Il y a plusieurs phénomènes en ce qui concerne les sondages aux États-Unis. D'abord, c'est une prise de photos à un certain moment et donc ça a moins de facteurs pour prédire quelque chose. Et à certains moments dans la campagne, il y a des facteurs qui font changer. On dit en anglais, on dit des bumps, c'est-à-dire que ça fait des petites hausses. Par exemple, dans la semaine après la convention nationale de chaque parti, son candidat a tendance à un peu mieux faire parce que tout le monde venait tout juste d'avoir leur attention là-dessus. Et puis la même chose se passe pour l'autre aussi. Je crois que plus qu'on achève la fin
de la campagne plus fiables qu'ils sont, parce que là, la plupart des gens ont déjà peut-être un peu décidé. Mais l'autre facteur qui est très important dans les sondages des États-Unis, ça touche effectivement sur la question des grands électeurs, que j'espère que nous allons bientôt aborder. Okay. Parce que, en fait, un sondage national, qui sont très serrés en ce moment, entre les deux candidats, veut assez peu dire dans un système où, pour gagner, il faut gagner suffisamment de votes des grands électeurs. Donc, la chose qui est importante, c'est de savoir à 51 reprises quel est le sondage au niveau de chaque État, parce que ça va vous dire quel candidat va remporter les grands électeurs de chaque État, et ensuite mener à la mathématique de qui peut ramasser les 270 votes qu'il faut pour devenir le président. Ok, on va parler des grands électeurs au cours de l'émission, mais déjà l'autre attraction de la présidentielle américaine, c'est le débat télévisé, les 3 débats télévisés. En quoi ces débats-là influent le choix des citoyens? Oui, les débats présidentiels, je crois que ça influe beaucoup ceux qui font des commentaires, parce que c'est vraiment un sujet de... Je crois que c'est sur 3 thèmes. Il y a l'économie, il y a la politique étrangère. Je crois que l'électorat américain, il y a certaines qui sont très très fiables à l'une partie ou à l'autre. Habituellement. Donc, les débats peut-être penchent plutôt sur les électeurs indépendants ou bien qui n'ont pas encore décidé. Et donc, ça peut influencer quelques-uns. Je crois qu'il y a peut-être une grande partie qui bon, il y a aussi des habitudes des électeurs. Il y en a qui décident au début de la campagne, il y en a qui trouvent leur avis juste avant, ou bien il y en a qui ignorent ce qu'il y a comme campagne médiatique et débat jusqu'en tout dernier moment parce que on devient un peu fatigué de voir tous ces messages. Donc je crois que ça peut dépendre un peu de l'électeur. Mais c'est surtout un sujet de grand intérêt parce que ça renforce l'idée que les candidats doivent avoir quand même des plateformes. Ils doivent expliquer de façon détaillée aux électeurs comment ils prétendent pouvoir gérer le pays et résoudre ces problèmes. Donc, même si à un moment donné, ça change pas énormément un sondage ou bien un avis particulier, je crois que le système en soi-même renforce l'idée que les candidats doivent témoigner de leur expertise et de leurs intentions. Et c'est une chose vraiment très valable dans une concurrence électorale. Est-ce que si on fouille dans l'histoire des débats télévisés, il y a une émission qui a bouleversé la donne? Est-ce qu'il y a un candidat qui est tombé lors d'un débat ou est-ce qu'il y a un autre qui a pu remonter à l'issue d'un débat télévisé? On parle surtout de 2 débats présidentiels. Donc, le premier était la toute première qui a été télévisée entre Richard Nixon et John F. Kennedy. Et la télévision était neuve à l'époque. Et on dit par exemple que Nixon a refusé de se faire maquiller, donc qui donnait l'air un peu fatigué. Et que, bon, si on est à la radio, pendant les questions, on peut faire des choses comme on veut, mais si on est à la télévision, on interprète aussi un peu le langage du corps. Et on dit que parmi ceux qui avaient vu ce débat à la télévision, on disait que Kennedy avait gagné. Pour ceux qui l'avaient entendu à la radio, ils ont dit que Nixon a gagné. Mais c'était une leçon très importante pour la présentation des candidats et l'aspect médiatique dans une nouvelle ère. Je crois aussi que lors de la campagne de 2002 entre Gore et Bush, il y avait un débat qui, on dit, avait changé les sondages de 2 à 3% de l'opinion publique. Et comme nous savons que cette élection a été très très serrée, on peut dire que ça a eu un effet. Okay. Oui. D'accord. Maintenant, en Afrique, nous, on entend swing state, grand électeur, on comprend pas. Qu'est-ce qu'il faut entendre par ces expressions-là, madame? Grand électeur. Un grand électeur. Est-ce que c'est pas une discrimination? Petit électeur, grand électeur? Non, pas du tout. Il y a les électeurs qui votent, et puis, mais ce n'est pas une élection directe aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas la voix populaire qui directement choisit le candidat. Au niveau de chaque État, le résultat de l'élection dans cet État dirige ce que devient les grands électeurs de l'État pour la vote. Qui sont les grands électeurs?
Ils sont en nombre de 2 pour les 2 sénateurs de chaque pays. Et ça, c'est un chiffre qui est égal pour tous les États, n'importe quoi, que soit la population petite ou grande de l'État en question. Et puis, on a aussi un électeur pour chaque membre du Chambre de représentants, donc qui est lié plutôt à la taille de l'État. Donc, c'est l'une des façons dans le gouvernement américain et la Constitution américaine d'égaliser un peu les intérêts des États avec une grande population et une petite population. Et aussi qui insiste un peu sur le fait qu'il faut concurrencer l'élection un peu sur la répandue du territoire, non pas uniquement dans le nord-est ou bien qui dans le temps avait la plus forte présence de la population à l'époque où on créait ces règles. Donc, pour égaliser un peu l'intérêt des candidats sur les régions différentes. Alors, il y a une mathématique, il me semble, 583 grands électeurs, donc il faut avoir 270 pour gagner. Il y a des États avec une grande population, comme la Californie, comme la Floride, donc, si on a déjà ça vous donne beaucoup plus qu'un petit État. Davantage. Et on peut faire la mathématique pour voir que, bon, si je n'arrive pas à avoir la Floride, il faudra que j'ai et l'Ohio et le Massachusetts et le New York pour faire l'équivalent. Et donc, c'est toute une stratégie. Et il y a quelques États où on voit que la campagne est très serrée. C'est ça qu'on appelle par swing states, parce que c'est un peu au fil de rasoir. Et s'il s'agit d'une Wisconsin ou bien d'une Californie ou bien de New York, qui a un grand nombre, ça peut être déterminant. Vous voyez dans les trajets des 2 candidats ces derniers jours qui se concentrent sur les États qui sont demeurent les plus concurrenciés pour essayer de les avoir dans leur cas. Et c'est avec un œil très précis sur la carte des grands électeurs. Ok. Et que vaut le vote des citoyens par rapport à celui des grands électeurs? Est-ce qu'on peut dire que celui du citoyen lambda n'est pas important si on doit faire la balance entre le choix du citoyen? Si, c'est très important parce qu'il faut, sauf dans le cas de 2 États, c'est le Maine et le Nebraska. Chaque vote détermine qui a gagné dans cet État. Et puis, celui qui a gagné a tous les votes des grands électeurs de cet État. Donc, il faut quand même se faire présenter pour avoir le résultat qui défend votre vote à vous. Dans le cas de ces États que j'ai mentionnés, ils divisent les votes des grands électeurs selon les votes. Au plan national, ce n'est pas énormément significatif parce qu'ils ont ces 2 États entre eux ont, je crois, 9 votes des grands électeurs. Donc, les 2 du sénateur qui correspondent aux membres du Sénat doivent aller à ce qui a gagné. Donc, c'est 4 déjà qui soient déterminés. Donc, ça donne 5 encore. Et au lieu de donner tous les 5 à un candidat, ça va être divisé entre la vote populaire. Donc, ça peut changer le taux des grands électeurs de 2-3 votes seulement. Ok. Maintenant, comment est-ce que le décompte est fait? Le décompte des voix, ça se passe comment? Mais en fait, chaque État aux États-Unis contrôle le système de vote. Il n'y a pas de registre national, il n'y a pas une façon nationale de faire la vote. Il n'y a pas de fichier électoral comme en Afrique. Il n'y a pas de fichier électoral. Parce que c'est important, les téléspectateurs nous posent beaucoup de questions dans ce sens-là. Aux États-Unis, ça se compte. Est-ce que c'est un fichier biométrique? Est-ce que ça se passe? Et en fait, aux États-Unis, on soupçonne beaucoup les fichiers biométriques parce qu'on a un sentiment de méfiance contre un pouvoir central trop puissant. Donc c'est une chose que les Américains n'aiment pas cette idée. C'est un peu contre notre culture. Donc c'est à chaque État de déterminer la liste. Depuis un certain nombre d'années, je crois que ça date des années 90. Quand vous allez prendre votre permis de conduire, vous êtes enregistré à la fois, mais en principe, c'est aux électeurs, c'est aux électeurs de se présenter de façon active pour se faire inscrire. Ce n'est pas automatique. Et donc, le dépouillement, c'est selon les pratiques de chacun des 50 États et aussi avec le district de la Colombie. De façon assez notable, il y avait pas mal de problèmes dans l'État de la Floride en 2000.
Et ce qui a entamé une législation en 2002, dont j'ignore le nom, mais bref, pour améliorer les pratiques électorales, pour donner un coup de main financier aux États qui voulaient mettre à jour ou bien moderniser ou bien rajuster le système électoral de son État. Donc, ça fait 10 ans qu'on y travaille, donc on espère avoir de moins en moins de ce genre de problème. Ok, on s'achemine vers la fin de l'émission. L'Afrique, c'est pas les États-Unis, les pays africains ne sont pas les États-Unis, mais en quoi les pays africains peuvent s'inspirer de l'exemple américain en matière d'organisation d'élections présidentielles notamment, je crois même si les moyens sont disproportionnés. Oui, je crois qu'il y a 2 facteurs. C'est d'abord à tel point les élections aux États-Unis tournent sur les sujets précis de comment le gouvernement, le candidat donné, veut gérer le pays. Comment il va faire de façon similaire ou bien contrariée à l'autre, comment il compte résoudre le problème. Donc, il y a vraiment une plateforme qui est très fortement liée au thème d'importance aux électeurs. Deuxièmement, c'est la constance des élections. Vous avez vu que les élections se déroulent toujours, quoi que soient les conditions, qu'il y a des millions qui sont partis en guerre au Vietnam ou bien pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'il y ait une guerre civile dans le pays, que nous sommes involucrés dans la Deuxième Guerre mondiale. Même suite à des dégâts d'un événement environnemental, comme l'a vu Hurricane Sandy, les élections procèdent toujours. On prend des discussions, même cette année-ci. Je crois qu'il y a la garde nationale qui va assurer les bureaux de vote dans quelques lieux à New York et New Jersey, où, par exemple, c'est habituellement les écoles qui sont les lieux de vote, donc où ça n'existe pas, mais que ça va toujours en avant. Il faut s'attacher parce que c'est l'un des éléments clés des institutions qui soutiennent tout notre système de gouvernement. Okay. Quelles que soient les circonstances, les élections sont organisées. On comprend pourquoi les États-Unis avaient souhaité que la présidentielle malienne s'organise, même en dépit de la crise. Ça m'amène à vous poser 2 questions sur le Mali. Aujourd'hui, quel est l'état des relations entre les États-Unis et le Mali? Les États-Unis demeurent un très grand ami du Mali. Bien sûr, suite au coup d'État plus tôt dans l'année, ça a entraîné certaines coupures de programmes suite à notre législation. Mais d'autres qui demeurent, surtout l'assistance humanitaire et tout ce qui touche par exemple la santé, les choses qui touchent directement les Maliens. Je crois que les États-Unis comprennent, nous comprenons bien qu'il y a 4 crises simultanées ici au Mali. Il y a la crise alimentaire liée non pas seulement à la sécheresse, mais aux événements récents. Il y a la crise de gouvernance, il y a la crise sécuritaire au nord de rébellion, et puis il y a la présence des terroristes. Et pour nous, il faut travailler sur ces 4 défis simultanément. Préparer les élections, négocier avec les gens qui sont fréquentables et acceptent les conditions de laïcité, de l'unité territoriale, préparer une intervention militaire pour les gens qui ne sont pas susceptibles à une résolution politique, et continuer l'assistance humanitaire aux Maliens en besoin. Justement, il y a la question d'un déploiement militaire qui est à l'ordre du jour présentement. Est-ce qu'on pourrait peut-être voir des GIs à Tombouctou, Gao, Kidal, madame? Je m'en doute fort bien. Je crois que c'est une chose que les partenaires dans la région sont en train, même la semaine dernière, cette semaine, à élaborer la planification pour une intervention éventuelle, et que la communauté internationale s'est très clairement exprimée sur la volonté d'appuyer leurs efforts. Mais je crois que c'est une chose que les forces de la région, avec le Mali, peuvent gérer avec notre soutien. Un dernier mot face à la caméra, aux téléspectateurs africains et maliens qui vous regardent ce soir sur Africa, madame. Le dernier mot, le message particulier, ça peut être quoi? Bon, c'est que je demeure
très optimiste pour le futur du Mali. Je crois que les Maliens ne méritent pas moins. Et que sans parler du Mali, mais pour parler des élections, moi, comme tout le monde, j'ai hâte de voir demain dérouler. C'est l'une des élections les plus serrées depuis un certain temps, qui attire un intérêt élargi. On attend avec impatience cette résolution et j'attends aussi avec impatience de voir la situation au Mali se résoudre. Vous avez un devoir de réserve, je ne vais pas vous demander pour Merci. qui. Voilà, c'est sur ce que prend fin ce numéro de l'invité du jour. Nous recevions Madame Marie-Beth Léonard, ambassadeur et pas ambassadrice, ambassadeur des États-Unis au Mali. Avec elle, nous avons parlé de la présidentielle américaine, le mode de désignation des candidats, qu'est-ce qu'on entend par swingté de grands électeurs. Merci de l'avoir suivi. Regardez l'avenir de l'Afrique avec espoir. Restez sur Africa Télévision. Nos programmes continuent.